Mes parents m'ont mise à la porte enceinte, et 6 ans plus tard, ils exigent d'être grands-parents. Mais en prison, personne n'écoutera leurs exigences. J'ai grandi dans une maison où tout tournait autour des règles. Mes parents contrôlaient tout. Mon père était plus strict que ma mère, mais tous les deux s'assuraient que je fasse toujours ce qu'ils voulaient. J'ai toujours été la fille discrète en classe, je parlais à peine et préférais être seule. La seule règle que j'ai enfreinte, c'était de lire des livres que mes parents considéraient comme inappropriés, des romans tout à fait normaux que tout le monde avait le droit de lire. Littéralement, c'était la seule fois où je me suis rebellée, jusqu'à mes 19 ans. J'ai rencontré Nathan à mes 18 ans, pendant mon premier semestre à l'université. Il était en 2e année, étudiant en commerce. On a commencé à sortir ensemble après s'être rencontrés à un événement sur le campus. Mes parents n'aimaient pas que je sorte avec quelqu'un, mais ils l'ont accepté à contre-cœur, tant que je gardais de bonnes notes et que je respectais toutes leurs autres règles. Nathan et moi sommes vite devenus sérieux. Il a été la première personne à vraiment m'écouter. 6 mois après le début de notre relation, mes règles ne sont pas venues. Bien qu'on utilisait des protections la plupart du temps, on a eu quelques oublis. Quand le test de grossesse est revenu positif, j'étais terrifiée. Avoir un bébé à 19 ans ne faisait pas partie de mes plans, surtout en vivant encore chez mes parents et en dépendant entièrement d'eux pour payer l'université et tout le reste. Je l'ai d'abord dit à Nathan. On s'est retrouvés dans un café près du campus et je lui ai tendu le test enveloppé dans un mouchoir. Après l'avoir regardé pendant 1 minute, il m'a demandé ce que je voulais faire. Honnêtement, je ne savais pas. J'ai pensé à interrompre la grossesse parce que je savais comment mes parents réagiraient, mais je n'arrivais pas à le dire à voix haute. Nathan m'a dit qu'il me soutiendrait quelle que soit ma décision. Puis il a fait quelque chose d'inattendu, il m'a pris la main et m'a demandé en mariage. Ce n'était pas une proposition romantique, mais j'ai su qu'il était sincère. Le dire à mes parents a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai attendu le dîner du dimanche, quand mon frère aîné Eric était aussi là. J'ai pensé que s'il y avait plus de monde, mes parents réagiraient moins mal. Cette tactique n'a pas fonctionné. Quand je leur ai annoncé que j'étais enceinte, tout le monde à table m'a regardé avec colère. J'ai vite ajouté que Nathan m'avait demandé en mariage et qu'on voulait garder le bébé. Puis mon père s'est levé et m'a donné un ultimatum, soit je corrigeais mon erreur, soit je n'étais plus la bienvenue chez eux. Ma mère était d'accord. Je leur ai dit que je ne pouvais pas interrompre la grossesse, ce n'était pas quelque chose que je pouvais faire. Mon père m'a dit que j'avais jusqu'au lendemain matin pour y réfléchir, ou bien que je devais faire mes valises et partir ce soir-là. J'ai appelé Nathan en pleurant. Il m'a dit que lui et ses parents viendraient me chercher le lendemain. J'ai emballé tout ce que j'ai pu dans 2 valises et un sac à dos. Le lendemain matin, quand je suis descendue, mes parents et Eric étaient à table pour le petit déjeuner. Personne ne m'a parlé ni regardé. Je leur ai dit que j'allais garder le bébé et que Nathan venait me chercher. Mon père s'est contenté de pointer la porte. Nathan et ses parents sont arrivés 1 heure plus tard. Pendant que je mettais mes affaires dans leur voiture, j'ai regardé la maison avec l'espoir que quelqu'un sortirait me dire au revoir ou au moins me ferait un signe. Personne ne l'a fait. La porte est restée fermée. Les premiers mois ont été incroyablement difficiles. J'ai dû arrêter l'université, car gérer les cours, les nausées et le traumatisme émotionnel d'avoir été rejetée par ma famille, c'était trop. Les parents de Nathan nous ont laissés vivre chez eux jusqu'à ce qu'on puisse s'organiser. Ils ont transformé leur bureau en chambre pour nous et nous ont aidés à nous préparer pour l'arrivée du bébé. Nathan a continué ses études tout en travaillant à mi-temps, et j'ai trouvé un emploi flexible pour une femme enceinte. La mère de Nathan, Diane, m'a emmené acheter des vêtements de maternité et m'accompagner aux rendez-vous médicaux quand Nathan ne le pouvait pas. Son père, Robert, a construit un berceau pour le bébé et restauré un vieux fauteuil à bascule qu'il avait trouvé dans un vide-grenier. J'étais très reconnaissante pour leur soutien, mais chaque fois que Diane m'aidait pour quelque chose, je pensais à ma propre mère. C'était elle qui aurait dû être là. Les sœurs de ma mère, mes tantes Jenny et Kate, m'ont contactée après avoir appris ce qui s'était passé. Elles n'étaient pas d'accord avec la décision de mes parents, mais n'avaient pas réussi à les faire changer d'avis. Elles m'ont envoyé des vêtements pour le bébé et m'ont offert leur soutien émotionnel par des appels et quelques visites occasionnelles. Certains de mes cousins sont aussi restés en contact, m'envoyant des messages sur les réseaux sociaux et me demandant régulièrement comment j'allais. Malgré tout ce soutien, l'absence de mes parents était une blessure constante. Je leur ai envoyé une carte de Noël avec une photo de moi et de mon ventre arrondi. Aucune réponse. Je leur ai envoyé une invitation à notre petite cérémonie de mariage quand j'étais enceinte de 6 mois.
L'invitation est revenue avec la mention « Retour à l'expéditeur ». J'ai envoyé des faire-part de naissance quand Lily est née. Rien. Nathan et moi nous sommes mariés à la mairie, avec ses parents comme témoins, quand j'étais enceinte de 6 mois. Ce n'était pas le mariage dont je rêvais enfant, mais c'était parfait à sa manière. À ce moment-là, Nathan avait obtenu un meilleur emploi dans l'entreprise de construction de son oncle, avec de bons avantages et un salaire stable. Lily est née alors que j'avais encore 19 ans. Quand on a posé Lily sur ma poitrine pour la première fois, j'ai pleuré pour tant de raisons, la joie de rencontrer ma fille, le soulagement que l'accouchement soit terminé, et une profonde tristesse que mes parents aient choisi de manquer ce moment. Après la naissance de Lily, Nathan et moi avons emménagé dans un petit appartement de 2 pièces. Ce n'était pas luxueux, mais c'était notre premier vrai chez nous, en tant que famille. Nathan a continué à travailler et à étudier à mi-temps. Grâce à l'aide de Diane pour garder Lily, j'ai aussi pu retourner à l'université à temps partiel. Pendant les 3 premières années de la vie de Lily, j'ai arrêté d'essayer avec mes parents. S'ils ne voulaient pas faire partie de nos vies, je n'allais pas les y forcer. Nathan a obtenu son diplôme en commerce quand Lily avait 4 ans. Il a été promu au travail, et nous avons pu acheter une petite maison dans un quartier avec de bonnes écoles. J'ai terminé mes études en éducation l'année suivante et j'ai trouvé un emploi comme institutrice en classe de CE2 dans une école proche de notre maison. La vie est devenue bien meilleure. Lily a grandi en étant une petite fille brillante et curieuse qui adorait les livres autant que moi. J'adorais les parents de Nathan, qui la couvraient d'amour et d'attention. On passait les fêtes avec la famille de Nathan, et mes tantes et cousins nous rendaient visite quand ils le pouvaient. Nous étions heureux. Jusqu'à la semaine dernière. Je suis maintenant enceinte de 4 mois de notre 2e enfant. On ne l'avait pas encore annoncé à beaucoup de monde, mais j'en ai parlé à ma cousine pendant un appel. Apparemment, elle en a parlé à sa mère, qui l'a dit à ma mère. Parce que samedi dernier, alors que Nathan tondait la pelouse et que Lily jouait dans le jardin, mes parents se sont présentés à la porte de notre maison. Je les ai à peine reconnus au début. Mon père avait maigri et ses cheveux étaient bien plus gris qu'avant. Ma mère avait aussi vieilli, avec des rides autour des yeux qu'elle n'avait pas autrefois. Elle avait un sac de cadeaux à la main. Je ne pouvais pas parler. Après 6 ans de silence complet, ils étaient soudainement à ma porte. Nathan a dû les voir depuis le jardin, car il est vite rentré, toujours en vêtements tachés d'herbe, et s'est tenu à mes côtés. Ma mère a commencé à pleurer, et mon père a demandé s'il pouvait entrer. Je tremblais tellement que Nathan a dû me guider jusqu'au canapé. Ils se sont assis en face, et c'est mon père qui a le plus parlé. Il a dit qu'ils avaient commis une terrible erreur, qu'ils avaient eu peur quand j'étais tombée enceinte, qu'ils craignaient que je ruine ma vie. Ils pensaient que Nathan m'abandonnerait et que je finirais mère célibataire, sans éducation, sans moyens de subsistance. Ma mère a hoché la tête en ajoutant qu'ils avaient cru qu'en étant stricts, ils me forceraient à prendre la bonne décision. Ils ont dit qu'ils avaient réalisé leur erreur depuis des années, mais que leur fierté les avait empêchés de revenir vers moi. Apprendre ma seconde grossesse leur avait fait comprendre qu'ils ne pouvaient plus rester éloignés. Ma mère m'a tendu le sac cadeau. À l'intérieur, il y avait une couverture faite main et un ours en peluche. Elle a dit qu'elle tricotait des couvertures depuis des années, en s'imaginant les offrir à des petits-enfants qu'elle ne connaissait pas. Elle m'a demandé si elle pouvait rencontrer Lily et redevenir partie prenante de notre vie. Je n'ai pas su quoi répondre. 6 ans de douleur et d'abandon ne disparaissent pas avec des excuses. Maintenant, ils voulaient revenir comme si rien ne s'était passé. Nathan leur a dit que nous avions besoin de temps pour y réfléchir. À contre-cœur, ils nous ont laissé leur numéro de téléphone et leur nouvelle adresse. Ils avaient déménagé dans une maison plus petite de l'autre côté de la ville et ont dit qu'ils attendraient mon appel avant de revenir. Ma mère m'a demandé si elle pouvait me prendre dans ses bras. Je l'ai laissé faire, mais je n'ai rien ressenti quand elle m'a entouré de ses bras. C'était une étrangère. Après leur départ, Nathan m'a prise dans ses bras pendant que je pleurais. Lily, confuse, a demandé qui étaient ces gens. On lui a dit que c'était de vieux amis, parce qu'on n'était pas prêt à lui dire la vérité. J'ai passé la semaine dernière dans une sorte de brouillard. Nathan dit qu'il soutiendra toute décision que je prendrai, mais il admet qu'il leur en veut pour la manière dont ils m'ont traité. Ses parents s'inquiètent que les laisser revenir ne fasse que rouvrir des blessures. Mes tantes pensent que je devrais leur pardonner et leur donner une nouvelle chance. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce mal de douter? Devrais-je leur pardonner et les laisser revenir dans nos vies? Ou devrais-je protéger ma famille de ceux qui m'ont déjà abandonné une fois? Mise à jour.
Après mûre réflexion et de nombreuses conversations avec Nathan, j'ai décidé de revoir mes parents, mais avec des limites claires. Je les ai appelés, et nous avons convenu de nous retrouver dans un café près de notre maison. Je leur ai expressément demandé de ne pas apporter de cadeaux et j'ai précisé qu'il ne s'agirait que d'une conversation entre adultes. Nathan s'est proposé de m'accompagner, mais j'ai senti que je devais faire cela seule. Mes parents sont arrivés au café avant moi. Ils avaient choisi une table dans un coin tranquille, à l'écart des autres. Ma mère s'est levée pour m'embrasser quand je me suis approchée, mais je lui ai fait un signe pour qu'elle se rassoie. Je ne voulais pas que l'affection physique trouble mon jugement. Les 15 premières minutes ont été inconfortables. Ils m'ont posé des questions sur Lily, sur ma grossesse, sur mon travail. J'ai répondu brièvement, mais je n'ai pas donné beaucoup d'informations. Ensuite, je leur ai dit ce que j'avais décidé, s'ils voulaient faire partie de nos vies, il fallait d'abord établir une relation entre nous, en tant qu'adultes. Pas question de rencontrer Lily pour l'instant, pas d'invitation à la fête de bienvenue du nouveau bébé, pas question d'assumer un rôle de grand-parent tant que je ne savais pas si je pouvais leur faire confiance à nouveau. C'est alors que j'ai revu sur le visage de mon père l'expression familière, ce regard désapprobateur avec lequel j'ai grandi. Il a dit qu'il s'était déjà excusé et que cela devrait suffire, qu'ils étaient les grands-parents de Lily et qu'ils avaient le droit de la voir. Ma mère a tendu la main pour saisir la mienne, en disant qu'ils avaient déjà raté trop de choses dans la vie de Lily. J'ai retiré ma main et leur ai rappelé que c'était eux qui avaient choisi de manquer ces années, que leurs droits en tant que grands-parents, ils les avaient perdus le jour où ils m'ont mise à la porte. Je leur ai proposé de commencer par des dîners mensuels, uniquement entre adultes, et de voir comment les choses évolueraient à partir de là. Mon père s'est levé si brusquement que la chaise a raclé bruyamment le sol. Plusieurs personnes se sont retournées pour nous regarder. Il a dit qu'il n'allait pas supplier pour voir sa propre petite fille. Ma mère a essayé de le calmer, mais il était déjà trop énervé. Comme je suis restée calme et n'ai pas changé d'avis, ils sont partis. Ma mère a jeté un regard en arrière, les yeux pleins de larmes, mais elle a suivi mon père hors du café. Leur réaction m'a tout dit. Ils n'avaient pas changé. Ils s'attendaient toujours à une obéissance immédiate à leurs désirs, et toute chose différente était inacceptable pour eux. Quand je suis rentrée à la maison, Nathan m'attendait avec impatience. Lily était chez ses parents cet après-midi-là, donc nous avions de l'intimité pour discuter. Je pensais que c'était fini, mais 3 jours plus tard, mon frère Eric s'est présenté à notre porte. Eric et moi ne nous étions pas parlé depuis le jour où j'ai quitté la maison de nos parents. Il avait toujours été le préféré, obéissant sans poser de questions, adoptant leurs opinions comme les siennes. Il avait donc lui aussi accepté l'idée de me renier. Nathan était au travail et Lily à l'école. Eric est entré dans la maison sans que je puisse l'en empêcher. Il s'est assis sur le canapé sans y être invité, et a observé notre foyer avec un évident mépris, même si nous avions beaucoup travaillé pour le rendre agréable selon nos moyens. Eric a dit qu'il était venu pour me faire entendre raison, que nos parents étaient dévastés après la rencontre au café, et que cette histoire de poser des limites devait cesser. Il a dit qu'ils avaient commis une seule erreur il y a des années, puis il m'a rappelé tout ce qu'ils avaient fait pour moi quand j'étais enfant, la maison, les vêtements, l'éducation, oubliant commodément qu'il m'avait tout retiré. Quand je lui ai fait remarquer qu'il m'avait abandonnée alors que je n'étais encore qu'une jeune adulte enceinte, il a eu l'audace de dire que c'était moi qui les avais abandonnés en tombant enceinte et en choisissant ce type au lieu de ma famille. Je lui ai dit que ce type avait un nom, c'était mon mari et le père de ma fille. Eric a dit que Nathan m'avait piégé et que nos parents voulaient seulement me sauver d'une vie gâchée. C'est là que j'ai compris qu'Eric ne faisait pas que partager les opinions de nos parents, il les avait probablement influencés. Il n'avait jamais aimé Nathan, même avant la grossesse. Les rares fois où ils s'étaient rencontrés, Eric était poli, mais froid. Maintenant, je me demandais combien son influence avait contribué à la réaction de mes parents. Je lui ai demandé de partir. Il a refusé, disant qu'il ne partirait pas tant que je n'aurais pas accepté d'emmener Lily voir nos parents ce week-end. Quand j'ai refusé encore une fois, il m'a attrapé par le poignet et m'a dit que j'étais puérile. Sa poigne était si forte que ça me faisait mal. Je me suis dégagée et lui ai dit que s'il ne partait pas immédiatement, j'allais appeler la police. Après un moment tendu, il est parti en claquant la porte si fort qu'un cadre est tombé du mur. J'ai appelé Nathan tout de suite. Il voulait quitter le travail pour rentrer, mais je l'ai assuré que j'allais bien. J'ai aussi appelé sa mère, qui est venue rester avec moi jusqu'au retour de Nathan, et elle a apporté le dîner avec elle. Ce soir-là, après avoir couché Lily, Nathan et moi avons eu une longue conversation. Nous avons décidé d'agir de manière proactive, plutôt que simplement réagir. J'ai envoyé un message à mes parents,
précisant qu'après le comportement d'Eric, il n'y avait aucune possibilité de réconciliation. Ma mère a répondu presque immédiatement, défendant Eric. Elle a dit qu'il n'avait pas de mauvaises intentions et a encore insisté pour organiser une rencontre avec Lily, disant que cela arrangerait les choses pour tout le monde. Je lui ai répondu que j'allais porter plainte contre Eric, et que ce serait ma solution à moi pour arranger les choses. Je savais que la police ne ferait probablement pas grand-chose, mais avoir un rapport de plainte laisserait au moins une trace de son comportement. Le lendemain, des fleurs sont arrivées à mon travail, avec une carte de mes parents s'excusant pour le comportement d'Eric. La carte comprenait aussi une note disant qu'ils avaient acheté des billets pour la pièce de théâtre de l'école de Lily le mois prochain, une information qu'ils avaient sûrement obtenue par ma cousine ou l'une de mes tantes. J'ai renvoyé les fleurs au fleuriste avec une note refusant la livraison. Après le travail, je suis allée directement déposer plainte contre Eric. Ce soir-là, j'ai appelé ma tante Kate pour lui dire à quel point j'étais déçue qu'elle ait partagé des informations sur les activités de Lily avec mes parents. Elle a admis qu'elle était en contact régulier avec eux pendant toutes ces années, et qu'elle pensait bien faire en leur parlant de la pièce. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'elle respecte mes décisions concernant la participation de mes parents dans nos vies. Elle a dit qu'elle comprenait, bien que je ne sois pas totalement convaincue de sa sincérité. Peut-être devrais-je couper contact avec encore plus de personnes, du moins jusqu'à ce que tout cela se calme. Mise à jour 2. J'espérais que ma dernière mise à jour serait la fin de cette situation, mais apparemment, mes parents et mon frère confondent un non avec un oui. Le mois dernier a été une série de tentatives de plus en plus agressives pour forcer leur retour dans nos vies. Une semaine après la visite non désirée d'Eric, des colis ont commencé à arriver pour Lily, des poupées, des livres, du matériel artistique, tous adressés à elle avec des cartes signées, mamie et papy. J'ai tout donné à des associations caritatives. Puis sont venus les courriels, avec d'anciennes photos de famille en pièces jointes, des messages textes du genre « Tu te souviens quand ?» et des messages vocaux remplis de culpabilité et de manipulation émotionnelle. J'ai dû bloquer tous les numéros qu'ils utilisaient. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue il y a 2 semaines. J'étais en train de récupérer Lily à l'école lorsque j'ai vu ma mère sur le parking, observant depuis sa voiture. Je l'ai immédiatement signalé au bureau de l'école, et ils m'ont assuré qu'ils ne remettraient jamais Lily à quiconque d'autre que Nathan ou moi. Je n'ai eu aucun contact avec elle, j'ai simplement installé Lily dans la voiture et nous sommes partis. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents et leur ai dit sans détour que leur comportement frôlait désormais le harcèlement. Mon père a balayé mes préoccupations, disant qu'il voulait simplement voir leur petite fille. Finalement, je suis allée à la police pour signaler la situation. Cette fois au moins, ils ont envoyé quelqu'un à l'école pour vérifier les faits, et un témoin a déclaré avoir vu ma mère sur le parking. Le week-end dernier, c'était la pièce de théâtre scolaire de Lily où vous vous souvenez que j'avais mentionné qu'ils avaient, d'une manière ou d'une autre, obtenu des billets. Nathan et moi sommes arrivés en avance pour parler à l'enseignante de Lily et au directeur. Nous leur avons expliqué la situation et demandé à ce qu'ils ne soient pas autorisés à entrer. L'école a été très compréhensive et a désigné un membre du personnel pour surveiller l'entrée. Mes parents sont arrivés, comme prévu. Quand l'entrée leur a été refusée poliment, ils ont provoqué un scandale. Mon père a exigé d'entrer, affirmant qu'il avait des billets. Le directeur a dû menacer d'appeler la sécurité avant qu'il n'accepte enfin de partir. Heureusement, Lily était dans les coulisses et n'a pas été témoin de la scène, mais d'autres parents l'ont vue. J'étais humiliée. Le lendemain, Eric s'est présenté sur le lieu de travail de Nathan. Ses collègues, qui connaissaient notre situation, l'ont alerté avant qu'Eric ne puisse le trouver. Nathan l'a accueilli dans le hall, où Eric lui a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque d'un montant considérable, supposément un cadeau pour les études de Lily. Il y avait aussi une note disant que mes parents mettraient fin à leur campagne pour voir Lily si nous acceptions d'assister à des séances de thérapie familiale avec eux. Nathan a déchiré le chèque et la note devant Eric, puis lui a dit de partir. Ce soir-là, nous avons reçu un message groupé de ma mère, adressé à toute la famille élargie, tantes, oncles, cousins, et même aux parents de Nathan. Il contenait une version longue, dramatique et déformée des faits, nous dépeignant Nathan et moi comme cruels, car nous empêchions Lily de voir ses grands-parents, aimants. Elle affirmait que nous refusions à Lily son héritage et ses liens familiaux à cause d'un malentendu vieux de plusieurs années. Le message se terminait par une supplication demandant aux membres de la famille de nous faire entendre raison. La majorité n'a pas répondu. Ma tante Jenny m'a appelé en privé pour s'excuser du comportement de ma mère. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de dissuader mes parents de leur tactique de plus en plus désespérée, mais qu'ils ne l'écoutaient pas.
Les parents de Nathan ont immédiatement bloqué les numéros de mes parents et nous ont réaffirmé leur soutien inconditionnel. 2 jours plus tard, j'étais en train de faire les courses quand je suis tombée sur la meilleure amie de ma mère, de l'église. Elle s'est approchée avec compassion, me disant qu'elle avait entendu parler de mes problèmes de santé mentale. J'étais confuse, jusqu'à ce qu'elle explique que ma mère avait dit à tout le groupe de l'église que je souffrais de dépression postpartum et d'anxiété liée à la grossesse, ce qui me rendait paranoïaque et m'éloignait de ma famille. Ce soir-là, Nathan et moi avons consulté un avocat. Il nous a dit que, bien que le comportement de mes parents soit préoccupant, cela ne suffisait pas encore à justifier une ordonnance restrictive. Toutefois, il nous a aidés à rédiger une lettre de mise en demeure documentant formellement notre demande de non-contact. Nous avons envoyé la lettre par courrier recommandé pour être certains qu'ils la reçoivent. La lettre précisait clairement que tout contact ultérieur avec nous, avec Lily, avec le lieu de travail de Nathan ou avec l'école de Lily entraînerait des actions en justice. Elle spécifiait également qu'il ne devait pas parler de nous à des membres de la famille ou à des connaissances. 3 jours bénis de silence ont suivi. Puis hier, nous avons reçu une réponse d'un avocat qu'ils avaient engagé. La lettre disait que, bien qu'ils respectaient nos souhaits pour l'instant, ils exploraient leurs droits légaux en tant que grands-parents, et estimaient avoir des raisons valables pour demander des visites obligatoires par voie judiciaire, en se basant sur une prétendue relation établie avec Lily avant la rupture. C'était un mensonge total. Ils n'ont jamais rencontré Lily, pas une seule fois en 6 ans de vie. Nathan a immédiatement appelé notre avocat, qui nous a assuré que dans notre État, les affaires liées aux droits des grands-parents étaient très difficiles à gagner. Il nous a recommandé de rassembler des preuves de leur absence dans la vie de Lily, lettres retournées suite au faire-part de naissance, absence de réponse aux photos et aux nouvelles envoyées au fil des ans, et toute autre documentation montrant qu'ils avaient choisi de ne pas s'impliquer jusqu'à maintenant. Nous avons passé l'après-midi à fouiller dans les courriels, les albums photos, les publications sur les réseaux sociaux, en créant une chronologie de la vie de Lily et de leur absence complète dans celle-ci. L'avocat est confiant, nous n'avons rien à craindre sur le plan juridique. Mais l'usure émotionnelle est brutale. Je suis enceinte de 5 mois maintenant, et mon médecin a exprimé des inquiétudes concernant ma tension artérielle. Nathan s'inquiète aussi, et il a suggéré que nous envisagions de déménager dans un autre quartier ou même dans une autre ville pour éviter ces rencontres fortuites. Pour l'instant, nous documentons tout et nous nous concentrons sur le maintien de notre routine quotidienne aussi normale que possible, pour le bien de Lily. Elle sent bien que quelque chose ne va pas, même si elle ne comprend pas quoi exactement. Elle nous a demandé pourquoi nous étions partis si vite après sa pièce de théâtre, et pourquoi papa semblait fâché quand il parle au téléphone. Nous lui avons expliqué certaines choses, mais toujours adaptées à son âge. Les parents de Nathan ont été formidables pendant tout cela, emmenant Lily dormir chez eux quand nous avons des réunions avec l'avocat, et lui offrant un sentiment de normalité. Cette situation m'a rendue encore plus reconnaissante pour leur soutien constant au fil des années. Mise à jour 3. Ce sera ma dernière mise à jour concernant cette situation. Beaucoup de choses se sont passées au cours des 3 derniers mois, et j'écris ceci depuis notre nouveau foyer, dans une autre ville, à 200 km de là où nous vivions auparavant. Après ma dernière mise à jour, tout s'est encore intensifié. Malgré la lettre de mise en demeure et la réponse de notre avocat à leurs menaces judiciaires, mes parents ont continué leur campagne pour forcer leur retour dans nos vies. Ils semblaient prendre notre réponse légale comme un défi, et non comme un avertissement. Quand l'enseignante de Lily m'a appelée au travail, paniquée, parce que quelqu'un affirmant être sa grand-mère avait tenté de la récupérer à l'école, les choses ont vraiment dégénéré. Ma mère a montré au personnel du bureau des photos anciennes de moi enfant, prétendant que cela prouvait leur lien de parenté. Heureusement, l'école a suivi le protocole et m'a appelée immédiatement. Quand elle a été confrontée, ma mère a de nouveau fait un scandale, et l'école a dû appeler la sécurité. Ce soir-là, Eric est encore venu chez nous. Cette fois, Nathan était à la maison. Il est sorti pour lui parler et s'est interposé entre nous. Eric criait au sujet de la lettre légale. Lorsque Nathan lui a demandé de partir, Eric lui a donné un coup de poing. Nathan s'est défendu et la situation a rapidement dégénéré en bagarre physique. Lily est sortie de sa chambre, sentant que quelque chose se passait. Je lui ai dit de rester dans sa chambre pendant que j'appelais le 911. Quand la police est arrivée, Nathan avait réussi à mettre Eric dehors, mais ils avaient tous les deux des blessures mineures. Nous avons déposé un rapport de police et avons finalement obtenu une ordonnance de protection d'urgence contre Eric. L'agent intervenu a suggéré que nous demandions aussi des ordonnances contre mes parents. Je lui ai dit que c'est justement ce que nous essayons d'obtenir depuis un moment. Bien que notre avocat ait déposé la demande, elle avait été rejetée.
Cette fois, il a eu gain de cause. Nous avons pu obtenir une ordonnance temporaire contre Eric pour agression, ainsi qu'une autre contre mes parents pour association. Pendant cette période, l'entreprise de Nathan lui a proposé une mutation dans son bureau d'une ville située à 2 heures de route. Nous n'avions jamais envisagé de déménager aussi loin, mais avec tout ce qui s'était passé, cela nous a soudainement semblé être la meilleure option. Les ordonnances de restriction aideraient à court terme, mais vivre dans la même ville continuerait d'avoir des conséquences. Nous avons pris la décision de déménager rapidement et discrètement. Nathan a accepté la mutation, nous avons trouvé une maison en location dans la nouvelle ville et mis la nôtre en location. Nous n'en avons parlé à personne, sauf aux parents de Nathan. En 3 semaines, nous avons emballé l'essentiel et sommes partis. Les parents de Nathan nous ont aidés avec toute la logistique et ont gardé le secret. Ma tante Jenny, en qui j'ai une confiance totale, a accepté de gérer la location de notre maison via l'agence immobilière de son mari. Nous n'avons laissé notre nouvelle adresse qu'à elle, à la poste et aux services essentiels. Nous avons inscrit Lily dans une nouvelle école, et j'ai trouvé un nouvel obstétricien pour la suite de ma grossesse. Le déménagement a été difficile au début pour Lily, mais elle s'est déjà fait de nouveaux amis dans le quartier et aime beaucoup sa nouvelle école. 2 semaines après le déménagement, l'audience pour les ordonnances de restriction permanente a eu lieu. Nous avons fait l'aller-retour en laissant Lily chez les parents de Nathan. Les ordonnances leur interdisent tout contact avec nous, par quelque moyen que ce soit, ou de s'approcher à moins de 150 mètres de l'un de nous pendant 1 an, après quoi nous pourrons demander un renouvellement si nécessaire. Depuis le déménagement et les ordonnances, nous n'avons eu aucun contact avec mes parents ni avec Eric. Notre nouvelle maison est plus petite que l'ancienne, mais nous nous y sentons en sécurité, et c'est tout ce qui compte. Le trajet de Nathan jusqu'à son travail est plus court, et j'ai obtenu un poste à mi-temps comme institutrice dans une école proche, que je commencerai après mon congé maternité. Notre bébé, oui, c'est un garçon, naîtra dans 6 semaines, et malgré le chaos du déménagement, cette grossesse a été bien plus paisible. Les parents de Nathan nous rendent visite régulièrement, faisant le trajet tous les 2 week-ends. Ils nous ont aidés à préparer la chambre du bébé et à s'occuper de Lily. Ma tante Jenny et 2 de mes cousins sont également venus nous rendre visite, apportant des cadeaux pour la maison et de bonnes ondes dans notre nouveau foyer. J'aurais préféré que cela ne se termine pas ainsi, mais obtenir une ordonnance de protection contre ma propre famille a été incroyablement difficile. Et même ainsi, nous n'étions pas certains que cela aurait des conséquences pour mes parents. C'est pourquoi la meilleure décision a été de déménager. Cela nous offre une série de barrières protectrices tant qu'ils ne découvrent pas où nous vivons. Ils ne savent même pas que nous vivons à 2 heures d'ici, et nous espérons que cela restera ainsi. Mise à jour 4. Mes parents ont fait quelque chose de fou, vraiment fou. Et ils ont été arrêtés. Mais mon frère a essayé de tout arranger, et il a fini par les accompagner en prison. Oui, ce résumé explique assez bien ce que nous avons vécu ces derniers mois. Mais laisse-moi commencer par le début, avec l'étincelle qui a déclenché cette bombe. Ma tante Jenny était la seule en qui j'avais confiance. Celle qui n'avait rien dit à mes parents et qui était autorisée à nous rendre visite, parce qu'elle connaissait notre nouvelle maison. Elle avait prévu de venir un samedi après-midi et nous avait envoyé sa localisation pour que nous sachions qu'elle approchait. En voyant sur mon téléphone qu'elle était à quelques rues, nous sommes sortis l'attendre avec Lily, car il faisait très beau ce jour-là. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'elle avait été suivie par mes parents. Et pas seulement ce jour-là. Il semble que mes parents ou Eric la suivaient depuis des semaines, car leurs voitures apparaissent sur les caméras de sécurité les jours précédents. À partir de là, tout est devenu un désastre. Nous saluions ma tante quand mes parents se sont garés un peu plus loin et sont sortis de leur voiture. C'est là que la panique a commencé. Je suis rentrée dans la maison avec Lily pendant que mes parents hurlaient son nom, et j'ai commencé à appeler le 911. Pendant ce temps, ma tante et Nathan les ont confrontés et leur ont demandé de partir. Mon père était furieux et exigeait que Nathan et Jenny s'écartent, mais sa sœur lui a dit de s'en aller avant que la police n'arrive. Mon père a alors poussé ma tante, qui a heurté la tête contre l'une des marches menant à la porte d'entrée. Nathan a dû frapper mon père pour l'arrêter. Ensuite, alors que Nathan vérifiait l'état de ma tante Jenny, ma mère consolait mon père, allongé sur la pelouse. La police est finalement arrivée, et 2 ambulances ont dû être appelées, une pour ma tante, l'autre pour mon père. Mais Nathan s'est assuré que Jenny soit prise en charge en premier, car elle était la plus gravement blessée et avait clairement besoin d'une attention médicale urgente. Nathan a dû aller au commissariat avec ma mère pour clarifier les faits, mais il a été libéré après quelques heures, une fois qu'il a été établi que mes parents avaient violé une ordonnance restrictive et agressé Jenny.
Je suis allée à l'hôpital avec ma tante pour rester auprès d'elle jusqu'à ce que les parents de Nathan viennent chercher Lily et la ramènent à la maison. Je ne pouvais pas la laisser seule, et un hôpital n'est pas un endroit pour une enfant. Heureusement, Jenny a pu sortir dès le lendemain. Elle n'a été gardée en observation que par précaution. Mon père a également été soigné, mais une fois sorti, la police l'a arrêté pour agression et violation de l'ordonnance restrictive. Ensuite sont venus les procès. Mon père a été reconnu coupable et condamné à 3 ans de prison pour agression, en plus de perdre son emploi. Ma mère a reçu 1 an de probation pour complicité et pour avoir enfreint l'ordonnance. Lors de l'inspection de la voiture de mes parents, un club de golf a été trouvé dans le coffre. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si c'était une coïncidence ou s'il comptait s'en servir. Mais personne ne transporte un seul club de golf dans son coffre par hasard. Quelques semaines après l'arrestation de mes parents, mon frère a aussi décidé de nous rendre visite, car à ce moment-là, tout le monde savait où nous vivions. La police nous avait informé que nous pouvions nous défendre si l'un d'eux revenait. Alors, quand il est venu pour nous intimider et nous demander de retirer les charges, Nathan l'a frappé violemment. Nous avons également appelé la police. Cette fois, il n'a pas fallu plus que quelques explications sur place pour qu'il l'embarque. Il convient de noter que son argument pour qu'on retire les charges a commencé par « jeter des pierres sur nos fenêtres ». Résultat, lui aussi a écopé d'1 an de prison, aux côtés de mon père. En ce qui concerne Jenny, elle va bien. Ce n'était évidemment pas agréable de recevoir un coup à la tête, mais elle n'a eu aucune séquelle grave. Eric est désormais poursuivi en justice après que nous ayons entamé une procédure à son encontre. Ma tante se sentait coupable de ce qui s'était passé et voulait nous dédommager d'une façon ou d'une autre. Nous lui avons dit que ce n'était pas de sa faute, mais que si elle pouvait poursuivre mon père pour tout ce qu'elle pouvait, elle devait le faire. Quant à nous, nous avons poursuivi Eric. Nous savions qu'avant de perdre son travail, il avait de bons revenus, et qu'il pouvait payer pour les fenêtres cassées, ainsi que pour le stress et les risques auxquels il nous a exposés par sa conduite. Ces procédures vont prendre du temps, mais je prévoyais de faire une mise à jour dès qu'il y aurait du nouveau. Mise à jour 5. J'ai enfin la conclusion des procès et, je suppose, la conclusion de mon histoire. Mon père et mon frère sont toujours en prison, et nous doutons qu'ils osent refaire une bêtise en sortant. Le procès contre Eric s'est soldé par un jugement en notre faveur. Le juge a ordonné la saisie de ces fonds pour couvrir le coût des fenêtres cassées et une indemnisation pour préjudice moral. En tout, cela s'élève à plus de 22 000 $. De son côté, la plainte déposée par ma tante Jenny a été la plus dure. Même si l'agression n'a pas été considérée comme une tentative de meurtre au civil, le procès pénal a reconnu le risque potentiel de l'acte de mon père. La préméditation avec le club de golf et la violence excessive dès le départ ont justifié une compensation bien plus importante. Ils ont dû vendre leur maison pour verser les 150 000 $ que le juge a accordés à Jenny. Après cela, ma mère a quitté la ville, déménageant encore plus loin que là où nous vivions auparavant, pour se rapprocher d'Eric et de mon père. Ils ne sont pas incarcérés dans la même prison, mais elle habite près de celle de mon père et à une distance relativement courte de celle de mon frère, même si dans le cas de mon frère, il ne lui reste que quelques semaines à purger. Tout cela a été beaucoup trop. Mais je suis soulagée de savoir que cela touche à sa fin. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous espérons sincèrement que ce soit vraiment la fin. Nous ne comptons pas déménager de nouveau, car cela ne semble pas avoir aidé. Si quelque chose, cela n'a fait qu'aggraver les choses. Et avec la situation actuelle liée à la pandémie, je pense que c'est le pire moment pour le faire. Si mes parents ont appris quoi que ce soit de tout cela, alors ce sera ma dernière mise à jour. Et s'ils ne l'ont pas fait, ils n'entendront plus jamais parler de moi.